Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine dure depuis plus d'1 an. La semaine dernière, la visite de la délégation chinoise à Washington pour une nouvelle série de négociations semble avoir donné d'excellents résultats. La Maison-Blanche a annoncé qu'elle renonçait à augmenter encore les tarifs douaniers punitifs, dont des tarifs qui vont prendre effet normalement le 15 décembre et toucher les 300 milliards d'importations chinoises. Ils ont renoncé. Donald Trump a également rencontré personnellement le vice-premier ministre chinois, Liu He, le chef de délégation chinoise. Le président américain a déclaré que les deux parties étaient parvenus à un accord commercial partiel très important. Le conflit commercial sino-américain a un impact majeur dans le commerce et l'économie mondiale. Nous avons donc demandé à M. Ding Yifan, notre expert économiste et politique chinois, très célèbre dans notre pays, de bien vouloir nous apporter son éclairage sur la situation. Bonjour, Ding Yifan. Alors, effectivement, comme vous l'avez prédit, vers la fin de cette année, les Chinois et les Américains vont trouver un accord. Effectivement, apparemment, cet accord est devant nous. Oui, mais c'est un accord temporaire, c'est un accord temporaire, c'est un arrêt momentané de la guerre commerciale. Et je pense que la guerre commerciale, c'est un long processus. D'une certaine manière, si on compare cette guerre commerciale à une véritable guerre, dans une guerre, il peut y avoir plusieurs étapes pour finir une guerre. On peut finir par un cessez-le-feu. On arrête de se combattre. Puis, il y aura une étape de l'armistice. Puis, pour finir, pour conclure la guerre, il y aura un traité de paix. Donc, on est encore au stade de cessez-le-feu. Cessez-le-feu, d'accord. Bon, les Américains abandonnent leurs douaniers punitifs. Normalement, ils devaient commencer le 15 décembre. Oui. Alors, c'est un cessez-le-feu, et tandis que la Chine apparemment promet d'augmenter l'importation des produits agricoles, etc. En fait, ce n'est pas augmenter, mais c'est reprendre. En fait, à un moment donné, la Chine s'est arrêtée d'acheter du céréal. Donc, la Chine promet de reprendre l'achat du soja, etc. Donc, alors, dans une guerre, on demande toujours qui est le gagnant. Cette fois-ci, apparemment, les Américains disent qu'ils sont gagnants, ils ont abouti à leur but. Les Chinois disent aussi, mais finalement, peut-être les deux sont perdants, non? Bien sûr, il n'y a pas de gagnant dans une guerre commerciale. Parce que le commerce international est au profit de tout le monde. Donc, une guerre commerciale est forcément au détriment de tout le monde. Et de ce point de vue, je pense que les Américains comme les Chinois ont été affectés par, si vous regardez le taux de croissance du PIB, le taux d'investissement, etc., il y a une tendance de baisse dans les deux cas. Mais seulement la baisse est plus sensible aux États-Unis. Par exemple, au niveau de l'investissement, eh bien, depuis le début de la guerre, l'investissement dans l'économie réelle, je veux dire dans la manufacture, dans ce domaine-là, a décliné à peu près par 40%. C'est beaucoup. Et en Chine aussi, il y a une baisse d'investissement, mais en gros... Mais le taux de croissance se maintient à non seulement de 6%. le taux de croissance se maintient à un rythme relativement convenable, mais aussi l'investissement augmente. Il y a une tendance baissière de l'investissement, mais ça augmente quand même. Ça n'a pas, en termes réels, ce n'est pas baissé. Ça augmente, mais ça augmente moins vite que par le passé. Mais la situation économique aux États-Unis, apparemment, est aussi dans une situation le meilleur dans l'histoire. On dit le taux de chômage est plus bas, le taux de croissance quand même
assez haut, c'est ça? En apparence, l'économie américaine se porte relativement bien. Si bien que dernièrement, une agence de cotation, Moody, a prédit que l'année prochaine, le président Trump pourra remporter facilement l'élection présidentielle. Donc, parce que tout cela est dans un contexte de l'économie relativement performante. Et tout cela, il ne faut pas oublier que depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, il a pris des mesures pour réduire sensiblement les impôts, ce qui est un dopage à l'économie. Oui. Après, donc, la consommation a augmenté, l'investissement dans la bourse sur le marché des capitaux a augmenté. Donc tout cela a dopé l'économie. Et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ça lui donne plus d'occasions ou moins? Non, parce que chaque fois qu'il lève le taux de douane sur l'importation chinoise, il y a des répercussions plutôt négatives sur la bourse. Sur la bourse. Chaque fois. La bourse chute. La bourse chute parce que ça touche d'abord. La répercussion commence par des entreprises qui se sont engagées en Chine. Donc les actions de ces entreprises chutent. Puis petit à petit, les fournisseurs des entreprises chinoises voient leurs actions baisser aussi. Donc ça risque d'entraîner une chute générale à la fin. C'est pour ça que à la fin, pour la troisième fois, parce que consécutivement, il a d'abord imposé quelque chose comme 30 milliards une augmentation de douane sur 30%, 30 milliards d'exportations chinoises, puis 200 milliards d'exportations. Le reste, c'est 300 milliards. C'est tout ce qui reste. En fait, si on regarde dans le détail, en fait, ils ont fait beaucoup d'exemptions. Nous avons fait des calculs pour les premiers articles chinois taxés par la douane américaine. Il y a à peu près un quart d'exemption. Donc, 25% de ces produits ont été exemptés de la liste. Donc, ça continue. Si le gouvernement Trump met réellement en application la taxation sur les 300 milliards de l'exploitation chinoise, j'ai entendu dire qu'à peu près 40% seront exemptés. 40% seront exemptés. Parce que finalement, ils ont besoin de ces produits chinois. Ça touche l'essentiel de la vie quotidienne et de la production quotidienne des entreprises américaines et des consommateurs. Les jouets pour Noël, par exemple, c'est ça. C'est pour ça qu'ils avaient fait exprès de sélectionner la date de 15 décembre. Donc ils pensent qu'après 15 décembre, personne n'achètera même les jouets ou les cadeaux de Noël. Bon, il y a une autre question qui est assez drôle. On a l'impression que le monde est à l'envers. Vous voyez, la Chine a promis d'augmenter considérablement des achats des produits agricoles américains. Tandis que la partie américaine a promis de ne pas taxer les produits industriels chinois. Oui. Comment se fait qu'un pays développé comme les États-Unis devient un pays agricole, tandis que la Chine, un pays en voie de développement, devient une exportation de produits industriels? C'est pour ça que le déséquilibre commercial entre les États-Unis et la Chine est structurel, est chronique. Donc on ne peut pas résoudre le problème comme ça. Parce que de tout temps, ce n'est pas un hasard, cette structure commerciale, parce que depuis ces 10 dernières années, si vous regardez l'importation chinoise des États-Unis et l'exportation chinoise vers le marché américain, la Chine a été toujours le premier exportateur des produits manufacturés, industriels, donc manufacturés vers le marché américain. Ça, c'était normal. Et les États-Unis ne vendent qu'à la Chine que des produits agricoles.
Ah oui, ou à des l'époque produits déjà. primaires, ce qu'on appelle des produits primaires. Et il n'y a pas que des céréales. Ils vendent des céréales, mais ils vendent aussi de l'énergie. Les États-Unis vendent du pétrole, du gaz naturel à la Chine, etc. Mais sur ce marché, les États-Unis doivent concurrencer avec un bon nombre de produits en développement. Un bon nombre de pays en développement, parce que la plupart des pays en développement, ils ne peuvent exporter que des matières premières. Donc la Chine est premier importateur des matières premières dans le monde, que ce soit du pétrole, du gaz, des céréales, des minerais de fer, des minerais de toutes sortes. La Chine est premier importateur. Parce que la Chine ne produit pas ces produits. La Chine produit, pas suffisamment. C'est ça, la Chine produit beaucoup, mais la Chine produit beaucoup aussi au service du monde, de l'économie mondiale, parce que la Chine est le premier exportateur des produits manufacturés. Et ces produits manufacturés ont besoin de ces matières premières. Donc c'est pour ça que la Chine, à la fois la Chine produit ces matières premières, mais la Chine importe encore plus de matières premières pour le compte de l'économie mondiale, en fait. Vous pensez qu'avec l'obtention d'un accord sino-américain, le phénomène de déficit commercial entre les États-Unis et la Chine va diminuer ou on va vers un équilibre commercial entre les deux pays? Non. Donc la guerre commerciale ne peut pas servir à rééquilibrer la balance commerciale. Non, au contraire. Parce que depuis un an, lorsque la guerre s'est engagée depuis un an, à peu près cet été, l'été dernier, parce que la guerre a été lancée l'année dernière, en été dernier. Donc cet été, nous avons fait une estimation de l'effet de la guerre. En fait, il y a plus de déficit du côté américain. Il y a plus d'excédents du côté Donc chinois. la source de la guerre commerciale reste... Non, parce que visiblement, la guerre commerciale n'a servi à rien. Servi à rien. Si l'objectif de la guerre commerciale était de rééquilibrer la balance. Mais c'est ce que dit Donald Trump. Non. C'est un argument en apparence. Parce qu'en fait, non, l'objectif de la guerre n'est pas là. L'objectif de la guerre commerciale était de dépriver la Chine de ses forces productrices, de ses capacités de production. Parce que, mais ça, c'est un but que les Américains ne peuvent pas dire publiquement. Ils ne disent pas ça complètement ouvertement, mais parce que, vous savez, après tout cela, après le problème de la taxation, etc., les entreprises américaines sont allées voir la Maison-Blanche, sont allées voir le bureau de représentation commerciale aux États-Unis, etc. Ces associations d'entreprises, ces associations surtout d'entreprises manufacturières, se sont allées protester. Disent que ce genre de choses, la guerre commerciale pourrait interrompre le lien de coopération qui ont été tissés depuis des années entre les deux économies. Et cela risque de causer la faillite des entreprises aux États-Unis. Parce qu'à défaut de pouvoir importer des pièces composant des pièces détachées, etc., les entreprises américaines en avalent. Donc, qui attendent ces produits chinois pour finir leur production, eh bien, elles ne savent pas où aller. Et là, la réponse de Lighthizer, donc le représentant américain du commerce, leur a dit que oui, la solution, c'est de couper le lien avec l'économie chinoise. Vous pouvez aller où que vous voulez. Vous pouvez aller au Vietnam, au Mexique, là où vous voulez. Il suffit de se retirer du marché américain. Donc voilà, c'était l'objectif final de cette commerciale. Mais finalement, ce n'est pas très facile. Parce qu'il est facile d'imaginer que la chaîne de production sera déplacée de Chine, s'installer vers d'autres pays, etc. Mais en fait, ce qui se passe réellement,
c'est que la Chine dispose des chaînes de production manufacturière la plus complète de notre planète. On peut pas Et c'est ça, parce que si situation. vous déplacez une partie de production vers le Vietnam, vers le Mexique, vous aurez toujours besoin d'importer d'autres parties de la production industrielle de Chine. Parce qu'aujourd'hui, la production industrielle est un processus, est une chaîne très compliquée. De toutes sortes de pièces, et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Oui, voilà. On se souvient, hein, au mois de mai, je crois, les deux pays, la Chine et les États-Unis, avaient déjà conclu un accord partiel. Mais finalement, c'était soldé par un échec. Les États-Unis accuseraient la Chine de ne pas tenir ses promesses, tandis que la Chine a accusé les États-Unis aurions imposé de nouvelles conditions à la dernière minute. Et cette fois-ci, est-ce que le même scénario pourront se reproduire? J'en sais rien, parce que oui, parce que la guerre a été lancée par les Américains, et au cours de la négociation, les Américains ont successivement relevé la barre pour poser d'autres conditions, donc on ne sait pas. Parce que je pense que pour le moment, à court échéance, l'arrêt de la guerre commerciale est utilisé comme un instrument pour le but de l'élection de la campagne électorale présidentielle américaine. Si Donald Trump veut être réélu, il faut avoir un accord. Il faut un accord. Regardez la réaction du marché. Aussitôt que la nouvelle sur la conclusion d'un accord possible entre les deux pays, eh bien, la bourse de New York rebond. Donc, c'est une réaction positive du marché face à ce genre de nouvelles. Donc, Donald Trump ou l'équipe du gouvernement actuel américain ne peut pas être insensible à ce genre de réaction. Donc, c'est pour cela que je pense que ça durera un certain moment. Donc le mois d'octobre ne sera pas le mois de mai. Okay. Bon, alors, d'après la Maison-Blanche aussi, et beaucoup de Chinois s'inquiètent, hein, la Chine se serait engagée à ouvrir son secteur financier. C'est-à-dire, la Chine devait, comment dirais-je, autoriser la libre conversion de son monnaie, yuan, et surtout la Chine a promis un marché libre et transparent. Financier, je dis, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que la Chine va perdre son souveraineté financière? Je ne pense pas ça. Non, en fait, la libéralisation de son marché financier, c'est un objectif à long terme. C'est un objectif à long terme. Et bien sûr, la Chine ou l'économie chinoise s'ouvre davantage sur le monde. Par exemple, il y a des informations qui disent que le BNP Paribas va ouvrir leur propre banque en Chine. Ah oui, c'est possible. Donc, les banques étrangères seront permis de créer leur succursale en Chine. Oui. Mais c'est une décision qui a été prise il y a longtemps. Mais seulement les mesures de mise en application ont attendu un petit peu. Bien sûr, mais l'objectif n'est pas de garder le marché clos. Parce que, souvenez-vous qu'au moment de l'entrée de la Chine en l'OMC, il y avait aussi une peur en Chine de voir des loups arriver. Oui, le marché chinois sera occupé par les entreprises étrangères, etc. etc. C'était, à l'époque, la peur était bleue. mais après, lorsque la Chine est entrée à l'OMC, on a réalisé que c'était pas aussi terrible que ça. Mais c'est la même chose. Ce sera la même chose. S'il n'y a pas d'ouverture, eh bien, le secteur financier chinois serait toujours vulnérable parce que ils n'avaient pas la possibilité s'aventurer sur le monde, s'aventurer sur le marché financier international. Donc il faut que le secteur financier s'entraîne un peu, s'il pouvait s'entraîner sur le marché intérieur. C'est mieux que de les chasser sur le marché international. Donc,
Donc il faut que les entreprises ou les institutions financières chinoises s'exercent sur le sol chinois. Et je pense que l'ouverture, c'est la première étape pour que ces institutions s'entraînent en Chine. En fait, je voudrais avoir votre commentaire sur cette phrase de Donald Trump. Donald Trump a affirmé que dans le passé, il était très difficile pour les organismes bancaires étrangers de pénétrer le marché chinois. Pour la première fois, il va y avoir une véritable ouverture envers les grandes banques concernant les cartes de crédit, les services financiers. C'est très important, nous avons obtenu un accord complet. C'est-à-dire, sur ce domaine, la Chine n'a plus de réserve. Une ouverture complète. C'est ça. Oui, la Chine a ouvert sa porte pour ce genre de service, mais il ne faut pas oublier qu'en Chine même, la consommation chinoise a dépassé l'étape de carte bancaire. Demander à un consommateur chinois, ils ne savent pas quoi, qu'est-ce que c'est une carte bancaire. Ils payent par téléphone. On utilise le téléphone portable, c'est le paiement électronique qui dépasse de loin le service de carte bancaire qu'ils entrent. Il n'y a pas, donc rien. Un Chinois avec une carte bancaire d'une banque américaine, c'est pas une menace pour la... En plus, avant l'entrée de ces services en Chine, le service est applicable en Chine. Un consommateur américain arrive en Chine avec sa carte bancaire, il peut payer partout. Dans tous les magasins, au restaurant, pour acheter un billet. En fait, c'est déjà ouvert. Non, c'était déjà ouvert. Donc, il n'y a pas de quoi se leurrer que c'est la première fois que les cartes bancaires entrent en Chine. Bon, je change un peu le sujet. On a parlé beaucoup de produits agricoles américains. La Chine, auparavant, importe chaque année à peu près 170 milliards de produits agricoles américains. Et cette fois-ci, selon la Maison-Blanche, la Chine a promis d'importer aux alentours de 400, même 500 milliards de produits agricoles américains dans notre pays. Est-ce que cela veut dire que sur la table des Chinois, il y aura des bœufs américains, des soja américains, tous les produits américains? L'écart est quand même très grand. La promesse c'est une exagération, c'est une exagération parce que demander aux agriculteurs américains s'ils sont capables de fournir autant de produits agricoles à la Chine, non. C'est une plaisanterie, parce que... C'est-à-dire, même si la Chine veut acheter 500 milliards de dollars de produits agricoles, les paysans américains ne peuvent pas produire tant de... Non. Il n'y a pas de moyen de produire autant de choses. Et en plus, il ne faut pas avoir peur de la production agricole américaine. Non, la Chine n'est pas le Japon. Regardez l'année dernière. L'année dernière, la production agricole chinoise a une valeur de à peu près 1000 milliards de dollars, 900 quelque chose milliards de dollars, ce qui dépasse largement la production agricole américaine. La production la production agricole chinoise est à peu près 5 fois la production agricole américaine, sans comparaison. Donc, il n'y a pas de quoi peur. Il n'y a pas de quoi peur sur la production américaine. Bon, alors, du côté chinois, la Maison-Blanche a déjà publié presque tous les détails de cet accord partiel, mais la Chine n'a pas encore révélé publiquement des détails de l'accord. Et vous pensez qu'il y a à avoir des différences entre l'accord publié par les Chinois et l'accord publié par la Maison-Blanche? Non, je pense que jusqu'à maintenant, ce n'est qu'un accord temporaire. Parce que il y a encore 2500 milliards de produits chinois qui sont taxés. Donc ils ont arrêté de continuer de taxer les 300 milliards de l'exportation chinoise. Mais avant les 300 milliards, il y a 250 milliards de produits chinois qui sont déjà taxés. Donc là aussi, l'objectif, c'est d'arriver à l'annulation de toutes ces taxations à la fin. Pour l'annulation de toutes ces taxes, alors il faut que la Chine fasse d'autres concessions?
Non, 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 on va négocier, parce que finalement, la taxation de l'exportation est nuisible à tout le monde, et nuisible aussi aux entreprises américaines. Donc on va négocier, on va savoir, et on va leur montrer que finalement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et il y a un autre argument, disent que si, par exemple, cet accord partiel est satisfaisant pour les deux parties, et surtout satisfaisant pour les électeurs américains, si un jour Donald Trump sera élu, si la négociation n'a pas abouti à un accord final avant son élection, son réélection, après ce sera encore plus difficile. Les Américains seront encore plus durs envers les Chinois. Non, 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 je ne sais pas. Mais il se peut qu'après sa réélection, Donald Trump soit tenté à nouveau de poursuivre la guerre commerciale, de relever la barre de négociation, etc. Oui, ça recommence. Oui, voilà, justement. Et ce n'est pas à éviter. Et ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et dans ce cas-là... Ça peut arriver, mais seulement la Chine n'a pas peur de ça. La Chine n'a pas peur de ça. On va continuer à négocier et on va même continuer à faire la guerre. Et parce que l'économie chinoise étant telle que finalement, s'il n'y a pas de commerce avec les États-Unis, ça ne peut pas ruiner l'économie chinoise. Parce qu'en tout, le commerce international par rapport au PIB chinois, ce n'est que 20%. Ce n'est pas très loin. Il ne faut pas exagérer l'importance du commerce international sur l'économie chinoise. Et puis, le pourcentage de l'exportation vers le marché américain, c'est encore plus petit. C'est 18% de ces 20%. Donc c'est rien. Donc, 18% de 20%. Donc par rapport à l'économie chinoise, c'est 2 ou 3%, même pas. Donc ça n'a aucun impact sur l'économie chinoise. Donc que la guerre continue, donc vous êtes optimiste pour l'avenir de relations commerciales entre les deux pays. Vous pensez que si les Américains ne peuvent pas faire la concession encore plus importante de la part des Chinois. Et de toute façon, pour vous, l'économie chinoise va continuer avec ou sans l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Oui, c'est ça, oui, parce que il faut, dans la philosophie chinoise, dans la culture chinoise, nous avons une tradition de regarder les choses dans les tendances lourdes. C'est une vision des choses. Si on regarde la tendance lourde de développement, la Chine est encore sur une nouvelle phase de développement basée sur des innovations technologiques. Regardez le nombre d'entreprises innovantes et les nouvelles technologies inventées par des entreprises chinoises sur le sol chinois. Et en fait, depuis ces 2 dernières années, il y a plus d'inventions, de brevets créés par des entreprises chinoises que des entreprises américaines. Ne vous inquiétez pas. Donc, on ne s'inquiète pas. Non. Ok. Bon, merci à Ting Yifan, merci pour ces éclairages. C'est très encourageant et j'espère que vous aurez toujours raison. Voilà. Merci Ting Yifan. Merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre patience, votre fidélité et à la prochaine.